Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Nous commençons par le grand rendez-vous de ce soir. Enfin, il y en a deux. Il y en a un qui vient de se terminer et puis il y en a un qui va commencer. Le football va prendre la place du basketball. Mais pour parler de tout cela, un monégasque, c'est le point commun entre les basketteurs de Monaco et les footballeurs de Monaco. Bruno Irles, ancien grand joueur de Monaco, désormais entraîneur, est avec nous. Bonsoir Bruno Irles. Bonsoir. Alors déjà, bon, on ne trahit pas de secret, mais dans le staff technique des Monégasques en basket, il y a certains de votre staff technique et vous avez assisté avec eux à la défaite des Monégasques face à l'Olympiakos. Il n'y aura pas de finale de l'Euroleague pour les Monégasques. Malheureusement, non. Alors c'est staff médical pour moi qui était avec moi au centre de formation. Et non, un bon début de match, mais un troisième carton qui a un 27-2 au troisième carton qui a fait énormément de mal et il n'y aura pas de finale du Final Four. Mais c'est une saison historique pour la Roca Team puisque c'est la première fois de son histoire qu'elle se retrouve dans le Final Four. Bravo les Monégasques. Et maintenant dans les Coupes d'Europe, eh bien, on suivra le Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci au Final Four de handball puisque les Parisiens se sont qualifiés cette semaine. Et là, on aura des chances aussi. Bon, parlons football, votre sport, cher Bruno Irles. Oui, je maîtrise un peu plus quand même. Beaucoup plus même. Bon, Lyon est 7e avec un total de 56 points. Et puis Monaco 4e avec un total de 65 points. Les 5 premiers vont en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que ce soir, Lyon n'a plus le choix. S'il veut encore espérer aller en Coupe d'Europe, il faut battre Monaco. Oui, mais est-ce que Lyon mérite finalement la Coupe d'Europe cette saison? J'en suis pas si sûr. Pour l'AS Monaco, en fait, ce sont deux équipes pour moi qui ont manqué, pas complètement, mais qui ont manqué leur saison. L'AS Monaco visait le top 3, ils s'en sont éloignés et ça va être quasi impossible. Et Lyon visait l'Europe et ça va être aussi, vous l'avez dit Frédéric, ça va être aussi très compliqué. Ouais, il reste en fait précisément 3 matchs, celui de ce soir, donc de la 36e journée, puis après il y aura 2 rencontres. Quand vous dites pour Lyon, par exemple, parce que c'est la grande question du moment, que Lyon a raté sa saison, est-ce que c'est dû à un état d'esprit général qui nous a amené à la constatation suivante, ce club passe à une autre ère. Jean-Michel Aulas, le président historique, est parti. C'est lié tout ça ? Il y a un peu de tout ça, mais ça ne suffit pas pour l'expliquer. On peut l'expliquer aussi d'un point de vue sportif, où on s'est un peu manqué sur le recrutement. Et puis finalement, petit à petit, on a trouvé, et Laurent Blanc a trouvé une osmose entre les anciens, une charnière avec Lopez, Lovren, Tolisso et devant Lacazette, et des jeunes autour de lui, de ces 4 joueurs. Et ça a pris... Parfois, mais il y a de l'inconstance. Ils sont capables de faire des très bons matchs, comme ce retournement de situation contre Montpellier, mais ils sont aussi capables d'aller perdre à Clermont. Donc voilà, cette équipe de Lyon, elle est à sa place, à la 7e, 8e place. Oui, rappelons donc Laurent Blanc, grand champion du monde 98, sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur du PSG, et qui est arrivé en cours d'exercice à Lyon. Est-ce qu'on peut dire qu'il a apporté un plus ou pas ? On peut dire qu'il tente de reconstruire cet Olympique Lyonnais, parce que ce Lyon, c'est pas le Lyon que j'ai connu, qu'on a connu dans les années 2000-2010. On le retrouve plus, ce Lyon-là. Et Laurent Blanc, voilà, en essayant de trouver une bonne complémentarité entre les anciens, les jeunes, parce qu'il y a un sacré centre de formation là-bas, essaye de remettre Lyon sur les bons rails. Bon, vous avez été entraîneur de Troyes, qui a été l'objet justement d'un investissement alors dans la galaxie Manchester City. D'ailleurs, on précise, on fait un petit clin d'œil, mais vous avez quitté le club. Le club était en bonne situation et aujourd'hui le club descend. Donc on ne sait pas pourquoi la présidence s'est séparée de vous, Bruno. Ça reste quand même un des grands mystères de la saison. Voilà. On avait vu, on vire un entraîneur parce que ça marche pas, mais on le vire parce que ça marche, on ne sait pas. Bref, donc ça c'est la parenthèse. Mais il y a le projet de Lyon. Lyon avec des investisseurs américains, c'est solide ça vous semble bien ?
Oui, alors on voit il y a de plus en plus d'investisseurs dans le football. Alors on ne peut pas comparer ce qui se passe à Lyon et ce qui se passe par exemple à Troyes avec le projet City, parce que à Troyes, il y a un club qui est là pour gagner, c'est Manchester City, et ils vont peut-être gagner cette Ligue des Champions dans quelques jours. Et les autres clubs ne sont que des clubs satellites. Lyon, quand même, l'investisseur est là pour faire gagner l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vraiment différent. Et ça donne aujourd'hui des bases solides, financières, on l'espère, pour que l'Olympique Lyonnais retrouve son lustre des années 2000-2010. Mais bon, on l'a bien vu, Jean-Michel Aulas quitte sa place de président en cours de saison. Ça ne pouvait pas fonctionner. C'est-à-dire que les Américains, d'une certaine manière, étaient un peu freinés par l'ancienne French Touch. Oui, en fait, forcément, quand vous avez un investisseur, forcément, cet investisseur, il veut décider. Et Jean-Michel Aulas, c'est compliqué, lui, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à tout ce qu'il a donné à ce club, c'est compliqué de n'être que salarié, donc j'imagine que la relation forcément a dû être compliquée, et l'investisseur voulant prendre des décisions et voulant changer notamment les hommes, voilà, c'était normal que ça se termine pour Monsieur Aulas. Bon, alors rappelons-le, donc ce soir c'est la grande affiche, c'est chez nos confrères d'Amazon Prime, Lyon-Monaco, 36e journée. On a parlé de Lyon, quand même, le club où vous avez joué la Ligue des Champions, vous Bruno Irles, Monaco, on a quand même l'impression que ce club a du mal à créer une identité. Il y a des joueurs qui arrivent d'un peu partout, qui repartent. On ne sait pas qui fait partie de cette équipe. Oui, mais ça fait un moment. Nous, on a été champions en 97, 2000, enfin même en 2017 quand ils sont champions à nouveau. Monaco, c'est un melting pot. Ce sont des joueurs qui viennent d'un peu partout, des jeunes, des moins jeunes, de la formation. Avant, il y avait plus de la formation, il y en a beaucoup moins maintenant, et des joueurs confirmés. Non, simplement, cette AS Monaco, cette saison, il y a de la qualité, notamment une très bonne qualité offensive. C'est la deuxième attaque du championnat. Par contre, on ne peut pas espérer être dans le top 3 quand on a la 13e défense du championnat. C'est pas possible défensivement. Voilà, Monaco s'est manqué cette saison, et s'ils veulent, il va y avoir l'intersaison, il va falloir corriger cet aspect-là s'ils veulent aller titiller les 3 premières places, et pourquoi pas à nouveau donner un titre à l'AS Monaco. Bon, on rappelle le classement, PSG premier, Lens deuxième avec 75 points, donc ça veut dire 6 points de retard sur les Parisiens, Marseille est troisième, puis Monaco, Lille, Rennes, Lyon. Voilà, ce soir, gros match à venir. Bruno Irles, vous nous tiendrez au courant, vous êtes sollicité pour votre avenir, bien sûr. Oui, c'est la période. C'est la période, voilà. C'est comme pour Tinder. Il faut qu'on trouve le partenaire avec lequel ça va matcher, et moi le club avec lequel ça va matcher. Ça, voilà. Il y a des sollicitations en ce moment. On va voir. J'espère qu'elles se concrétiseront pour que je retrouve un banc pour la saison prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à vous, Bruno Irles. Et puis dans un instant, nous parlons de tennis de table, les championnats du monde avec une petite révolution. Les Chinois ne sont plus intouchables, et tenez-vous bien, une paire de frangins français est sur le point de faire le coup du siècle. À tout de suite. Vous vous préparez au week-end avec Sud Radio. Il y aura une large part consacrée bien sûr au rugby avec la grande finale des Rochelais en Coupe d'Europe. Dans un instant, bien sûr, nous partirons retrouver toute l'équipe d'Alexandre Priam. Je vous rappelle le résultat important de cette fin de journée. C'est perdu pour les Monégasques en Euroleague de basket dans le Final Four, battu par l'Olympiakos 76-62. Et puis nous voulions donc tirer un coup de chapeau à cette discipline qu'on maîtrise tous. Alors on l'appelle le ping-pong, mais c'est bel et bien le tennis de table dont il s'agit. Et ce tennis de table est dominé par un pays, la Chine, qui dans tous les classements, dans tous les palmarès, truste les médailles d'or, les premières places, etc., etc. Et de temps en temps, eh bien, des Européens viennent se glisser dans cette hiérarchie. Souvent, les Européens s'appellent Wang,
Qing, et ce sont des Chinois naturalisés. Et bien là, nous allons vous parler de deux jeunes, Alexis et Félix Lebrun. Deux Français, ils ont 19 et 16 ans. C'est impressionnant, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau avec un visage poupon, et le plus âgé des deux a réussi l'exploit de battre récemment le numéro 1 mondial, Fan Zhendong. Nous sommes avec Rosen Hickel. Rosen Hickel est la directrice de la haute performance de la Fédération française de tennis de table. Elle est présente en ce moment et nous essayons de mettre en place la connexion. Elle est sur le site des championnats du monde. Ça se passe à Durban, en Afrique du Sud. Et bien sûr, les Français ont des ambitions. Alors, je le disais, il y a Alexis et Félix Lebrun, 19 et 16 ans, mais il y a aussi Simon Gauzy, qui a déjà brillé sur la scène européenne et a un an, on va dire, et des poussières des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous commençons à imaginer une possible médaille olympique pour le ping français. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors déjà, il faudra voir tout au long de cette semaine, avec ces championnats du monde qui ont lieu à Durban. Vous pouvez les suivre d'ailleurs sur la plateforme de la chaîne L'Équipe TV. Il y aura bien sûr le double, le simple homme et femme, et même le double mixte. Donc la connexion dans un instant avec Durban, mais ce qu'il faut savoir et ce qui est vraiment très 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 important, c'est qu'aujourd'hui les Français sont en train de se donner les moyens de réussir, y compris dans des disciplines dans lesquelles ils n'ont pas une maîtrise, une histoire, et tout cela est lié évidemment aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Paris 2024 avec bien sûr ces sports forts. Il y a le handball, il y a le judo, l'escrime, le volleyball qui est champion olympique en titre, mais il y a aussi ces autres disciplines qui souvent traversent des périodes délicates parce que il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de financement. Donc les moyens pour s'entraîner sont réduits. Et là, et bien évidemment, pour le tennis de table, eh bien c'est peut-être une lueur. Alors est-ce que nous avons la liaison avec Durban, l'Afrique du Sud, avec Rosen Hickel? Rosen est avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps, Rosen Hickel. Vous êtes en direct depuis Durban. C'est quoi cette histoire de ces deux petits Lebrun? Ce sont deux génies? Ah, ce sont, oui, deux génies, en tout cas, des joueurs fabuleux qui effectivement grimpent comme des flèches. On essaye de ne pas les arrêter, surtout. Donc voilà, ils franchissent les échelons et toutes les étapes à une vitesse incroyable. Et on espère qu'ils vont continuer sur ces championnats du monde. En tout cas, ils sont là pour ça, pour essayer encore de déranger un peu l'hégémonie chinoise au niveau mondial. Et on espère qu'on va vivre des aventures assez intenses sur Durban. Alors expliquez-nous à tous les auditeurs de Sud Radio, pourquoi les Chinois dominent autant ce sport, le tennis de table, qui est joué pourtant partout dans le monde. C'est un sport universel. C'est un sport universel, mais plus pratique. Il est extrêmement développé en Chine. Il y a des millions et des millions de pratiquants en Chine. Et c'est vrai que ce sport est considéré comme l'un des sports les plus majeurs en fait avec le gouvernement chinois. Donc ils ont énormément de moyens. Et donc pour nous, c'est difficile de lutter puisqu'effectivement, on peut considérer le tennis de table en Chine comme étant l'équivalent du football chez nous. Donc vous imaginez, vous imaginez dans les hôtels les groupies des athlètes en bas de l'hôtel. En fait, on a effectivement ces situations-là en Chine qui se passent pour les athlètes, les joueurs et les joueuses de tennis de table en Chine. Et donc des moyens complètement démesurés pour développer cette activité. C'est Mao Tse-tung qui a favorisé le développement de cette activité.
et ça a perduré. Voilà. Oui, et c'est devenu aussi un élément de la diplomatie chinoise. Hein. C'est très important, avec beaucoup de pression sur ces stars chinoises. Mais y a-t-il finalement, alors la question de la réussite génétique dans le sport par rapport à éventuellement bon, là on laisse ça de côté parce qu'il n'y a pas vraiment de morphotype, même si on peut l'imaginer. En revanche, l'aspect culturel est important. On peut dire par exemple, Rosen Nickel, que la fréquence d'entraînement et aussi la capacité à suivre une ligne directrice d'entraînement est liée aussi à l'aspect culturel. C'est très asiatique, d'une certaine manière, le tennis de table ? C'est très asiatique par le biais de sa culture, effectivement. L'apprentissage par la répétition, par la somme, le volume d'entraînement, c'est un apprentissage qui est très asiatique. On retrouve ça aussi au Japon. La précocité également, c'est-à-dire que ce sont des athlètes effectivement qui commencent à l'âge de 4-5 ans à jouer sur des volumes énormes d'entraînement. C'est-à-dire à 4-5 ans, on voit des athlètes et des joueurs et des joueuses, des enfants, jouer 4 à 5 heures par jour. Vous imaginez un petit peu le volume d'entraînement, les milliers, les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers d'heures passées derrière la table. Et c'est vrai il est vrai qu'il nous dépasse sur cette maîtrise-là. Mais la grande capacité justement de nos athlètes, et notamment des frères Lebrun, c'est d'aller chercher un autre domaine pour les déranger, c'est-à-dire d'aller chercher beaucoup plus dans le domaine de la créativité, et dans le fait d'être imprévisible, puisqu'ils ont un tennis de table dominant par la maîtrise, qu'elle soit technique ou physique. Bon. Nous, on a un tennis de table dominant par rapport à la créativité et l'imprévisibilité de nos coups et nos actions. Et on rappelle que dans les rangs de votre équipe de France, Rosen Nickel, il y a Jia Nan Yuan, d'origine, on l'entend bien, asiatique, et qui est française pour le tableau féminin. Donc les frères Lebrun, qui tout petits déjà jouaient, il y a plein d'images qui tournent, n'hésitez pas à y aller, les auditeurs de Sud Radio, sur YouTube pour les découvrir. Félix et Alexis, Alexis Lebrun, et puis bien sûr Simon Gauzy, lui qui est une valeur sûre. Voilà, toute l'équipe de France qu'on suivra. Merci depuis Durban, Rosen Nickel. Merci, et n'hésitez pas à nous suivre. Merci évidemment, beaucoup. On le fera sur Sud Radio. Allez, place maintenant au rugby. Dans un instant, toute l'équipe autour d'Alexandre Priam, François Trio, ils sont là pour... ça sent quand même la finale de la Coupe d'Europe. Merci d'avoir été avec nous. À très vite sur Sud Radio.